Bienvenue tout le monde, je suis Anissa Sapin-Leduc, je suis Nacera qui arrive. Je suis conseillère au Centre de recherche Interaction, bienvenue encore. Alors, c'est moi qui vais animer aujourd'hui. Donc, juste vous rappeler une brève présentation de notre centre de recherche. Donc, établi depuis 2001, on étudie et accompagne la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. On priorise une recherche transformationnelle qui tient compte de la diversité des populations, des milieux de vie et qui a comme objectif de contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et services sociaux et la pleine participation des personnes concernées. Le centre de recherche interaction implique différents partenaires au niveau institutionnel, public, ministériel, municipal, des regroupements provinciaux et des organismes communautaires. Donc, on travaille vraiment dans une perspective intersectorielle. Donc, il touche différents secteurs comme les services sociaux, la santé, santé mentale, logement, l'éducation, l'emploi. Donc, dans cette logique, nous favorisons un lien direct entre la recherche et la pratique terrain. Et c'est dans ce sens-là que les médias interactions ont été développés. Donc, notre objectif est de partager les résultats des projets de recherche avec les partenaires du milieu de pratique pour réfléchir ensemble sur les retombées sur le terrain. Donc, c'est vraiment l'important et c'est comme ça que on en parlait tout à l'heure avec Maxime, que ces présentations ont été créées. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, le titre de la présentation aujourd'hui est des déterminants de l'accompagnement d'un changement institutionnel en GMF par les établissements publics, le cas de la deuxième phase d'implantation du plan Alzheimer du Québec. Donc, vraiment super intéressant. Je vous présente rapidement nos conférenciers. Donc, Maxime Guillet, qui est titulaire d'un doctorat en gérontologie, au cours duquel il a étudié les processus de changement dans le cadre de l'implantation du plan Alzheimer du Québec. Donc, j'imagine qu'il va certainement nous en parler, puis nous expliquer la première phase. Et en ce moment, comme professionnel de recherche, il a le mandat de soutenir le ministère de la Santé et des Services sociaux avec la rédaction d'une politique et d'un plan d'action québécois sur la maladie d'Alzheimer. Il s'est déjà également intéressé au rôle des travailleuses sociales en GMF, aux politiques publiques sur la maladie d'Alzheimer à l'international et à l'implantation des grandes réformes du réseau de la santé, 2004 et 2015. Comme commentatrice ou collaboratrice, je vous présente Julie Sigouin, qui est infirmière, qui a un bac en sciences infirmières, certificat en gérontologie, et elle a exercé le rôle de ressource territoriale infirmière en soutien clinique pour le plan ministériel sur les troubles neurocognitifs majeurs. Alors j'avais la TNCM de 2013 à 2023. Depuis décembre dernier, elle agit à titre de chargée de projet provincial du plan ministériel pour les 7 CIS et CIUS du territoire du RUIS de l'Université de Montréal. Elle a acquis une expertise diversifiée auprès des personnes vivant avec un trouble neurocognitif au fil de ses 19 années de pratique infirmière en soins à domicile et en hébergement et en GMF. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Donc, on a toujours à peu près 30 à 45 minutes de présentation et après un bon 15-20 minutes, même on a fini à 13h15 de questions. Alors, je vous laisse la parole, Bon, maintenant, je Maxime vais et Julie. partager mon écran. C'est la Oui, partie la plus difficile. Voilà, donc, normalement, ça devrait être affiché. Est-ce que vous voyez bien? oui, oui, très Parfait. bien, super, merci. Génial. Donc, merci Annie pour la présentation et surtout pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux de vous partager les résultats de ma thèse portant sur l'implantation du plan Alzheimer du Québec. Je vois d'ailleurs que plusieurs personnes impliquées dans le plan Alzheimer sont présentes aujourd'hui. J'ai hâte de parler des résultats avec vous. C'est moi qui est devant vous pour présenter les résultats, mais beaucoup de personnes ont contribué à les rendre possibles. Je remercie mes co-directeurs de recherche, Yves Couturier et Nasser Touati, l'équipe Rosa et toutes les personnes qui ont généreusement accepté de participer aux collectes de données.
Avant d'aller plus loin, je veux préciser que je soutiens actuellement le ministère avec la rédaction d'une nouvelle politique et d'un nouveau plan d'action en matière de maladie d'Alzheimer. Il est possible que cela influence ma perception des réalités ministérielles, mais mes résultats de thèse étaient déjà rédigés avant de commencer ce mandat, donc ils ne sont pas teintés par cette expérience. Pour commencer, je vais faire une petite mise en contexte du plan Alzheimer pour que tout le monde soit au même niveau. Je sais que certains d'entre vous connaissaient le plan Alzheimer comme le fond de votre poche, mais probablement que certains d'entre vous ne le connaissaient pas encore. Je vais donc rapidement présenter les grandes lignes. En 2011, le ministère a développé un plan qui s'appuyait sur un rapport d'experts, le rapport Berman. L'action prioritaire qui a été ciblée est l'augmentation des capacités des GMF pour que les équipes interprofessionnelles en première ligne soient en mesure de repérer, d'évaluer, de diagnostiquer et de suivre les personnes vivant avec cette maladie et leurs proches. Il s'agit d'un changement important car ce sont historiquement les services spécialisés qui effectuaient ces activités cliniques. Le plan Alzheimer souhaite plutôt que les services spécialisés soient réservés pour les cas les plus complexes qui requièrent une expertise plus pointue. Le changement a pris forme grâce à plusieurs phases d'implantation, comme vous le voyez à l'écran. La première, entre 2013 et 2016, visait à expérimenter le changement dans 19 projets pilotes composés de 38 GMF. La deuxième visait à généraliser le changement dans l'ensemble des GMF au Québec. C'est cette deuxième phase qui sera approfondie dans cette présentation. Voici un visuel qui présente les 4 grands paliers de gouvernance. C'est important de savoir pour vous aujourd'hui, c'est que les 22 CIS et CIUS avaient la responsabilité de déployer le plan Alzheimer dans les GMF de leur territoire. Donc, si je vais faire un zoom sur les acteurs et instances clés des CIS et CIUS, dans chacun des établissements publics, il devait y avoir la présence d'un gestionnaire qui est responsable de porter le dossier dans son établissement, d'un comité de pilotage composé de professionnels et des principales directions concernées par les changements, comme la direction soutien à l'autonomie des aînés, la direction des soins infirmiers et la direction des services professionnels. Puis finalement, il y avait la présence d'une ressource territoriale infirmière. Celle-ci est très importante dans la gouvernance car elle a le mandat de soutenir l'implantation du changement dans les GMF. Dans les guides ministériels, il est officiellement attendu que cette ressource ne fasse pas d'activité clinique. Donc, son mandat est plutôt d'accompagner, de former, de mentorer les professionnels en GMF. C'est essentiellement une fonction de soutien des équipes cliniques. Les écrits scientifiques montrent que la liaison entre les CIUS et les GMF est souvent complexe. Ce sont deux organisations qui ont une culture différente et souvent un faible historique de collaboration, mais il y a un besoin important de collaboration entre CIUS et GMF. En GMF, il y a globalement des capacités administratives limitées pour porter des projets cliniques, alors que les besoins d'amélioration des pratiques sont nombreux et très variés. De plus, en 2016, de nombreux professionnels rémunérés par les CIUS ont été ajoutés en GMF. Les capacités des CIUS à accompagner un changement de pratique en GMF sont donc très importantes. C'est ce que nous allons approfondir dans cette présentation. L'objectif est d'explorer les capacités des CIS et CIUS à accompagner un changement de pratique en GMF. Pour produire les résultats, j'ai effectué des collectes de données auprès de 4 paliers de gouvernance, à savoir le palier politique avec les décideurs et les comités ministériels, les chargés de projet RUIS, les 22 CIS et CIUS incluant des gestionnaires et des ressources territoriales, puis des professionnels dans les GMF, surtout des médecins, des infirmières et des travailleuses sociales. En tout, j'ai analysé les contenus de 109 documents, de 88 entretiens qui ont rassemblé 149 participants et de 22 séances d'observation. Nous voilà rendus à ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est-à-dire les résultats. Nous avons identifié 4 grands modèles d'implantation qui rassemblent les 22 CIS et CIUS. Dans le premier modèle, les capacités des CIUS à accompagner un changement en GMF sont élevées. Dans les deuxième et troisième modèles, les capacités des CIUS sont modérées. Puis, dans le quatrième modèle, elles sont très faibles. Nous allons maintenant approfondir chacun de ces modèles en commençant par le premier. Ici, les CIUS sont très entrepreneurs et accompagnent intensément les GMF. Ils concernent environ 25 des CIUS. Le CIUS exerce un grand leadership. Il y a un comité de pilotage très actif qui rassemble notamment les directions près des GMF et un médecin leader régional qui contribue à mobiliser les médecins des autres GMF. Ils ont investi beaucoup d'efforts pour aller à la rencontre des GMF, les rallier
et bâtir la confiance avec eux, notamment grâce à des visites avec un gestionnaire du CIUS, un médecin leader et la ressource territoriale infirmière. La présence gestionnaire et du médecin leader permettait d'ouvrir les portes des GMF, d'entendre les préoccupations des professionnels et de mieux expliquer les apports du projet pour leur GMF. Le fait d'avoir un médecin pour parler aux médecins aidait beaucoup à leur mobilisation. Cela contribuait aussi à bien légitimer la ressource territoriale infirmière et à faciliter son acceptation par le GMF. De plus, l'équipe du CIUS réussissait généralement à identifier des professionnels leaders en GMF qui acceptaient de porter le changement dans leur organisation. La ressource territoriale travaillait en étroite collaboration avec l'équipe du GMF pour identifier ce qu'elle voulait améliorer, faire un plan personnalisé, les former et suivre l'implantation. Plusieurs changements étaient apportés au mode de fonctionnement des GMF, par exemple pour mieux structurer la collaboration entre les professionnels et s'assurer que les infirmières en GMF aient suffisamment de temps pour compléter les évaluations pertinentes. Voici deux citations de ressources territoriales qui appuient les contenus. La première citation montre le leadership important assumé par certains gestionnaires. Pour sa part, la deuxième citation montre le travail d'accompagnement étroit réalisé par la ressource territoriale. Elle nous a dit, j'ai fait un état de situation à partir de données cliniques, on l'a présenté au GMF, ce qui a été fait, ce qui a été moins fait et qu'est-ce que les autres voulaient travailler là-dedans. Ça a été un travail de collaboration avec les GMF. À notre présentation, c'était le médecin responsable du GMF qui était là avec une infirmière. On avait décidé qu'on ciblerait deux ou trois objectifs. Eux autres décidaient des points sur lesquels on allait travailler. En résumé, dans ce premier modèle, les 6 et CIUS ont étroitement accompagné l'implantation en GMF et avaient de fortes capacités pour effectuer cet accompagnement. En général, cela était apprécié par les GMF et se sentaient bien soutenus pour améliorer leurs pratiques. Dans le deuxième modèle, les CIUS sont entrepreneurs, mais se limitent surtout à la formation des infirmières. Ils concernent environ 40% des CIUS. Il s'agit du modèle le plus fréquent. Le CIUS exerce un leadership significatif. Un gestionnaire prenait contact avec les médecins responsables de chacun des GMF et leur disait que les infirmières en GMF seraient formées par une ressource éditoriale pour être en mesure d'effectuer des évaluations cognitives. Contrairement au dernier modèle, l'implantation est essentiellement centrée sur la formation des infirmières. Par exemple, plusieurs gestionnaires rapportaient que le changement était implanté à 100% sur leur territoire, car les infirmières en GMF avaient toutes été formées. Cela veut dire que pour eux, le plan Alzheimer se limitait à la formation des infirmières en GMF. Mais comme on le verra, sur le terrain, le changement était seulement partiellement implanté. Dans ce modèle, la ressource territoriale exerçait souvent ses fonctions à temps partiel. Elle passait une bonne partie de sa semaine à réaliser des activités cliniques, par exemple dans une équipe spécialisée. Lors des entretiens réalisés avec les professionnels en GMF, certains médecins ne connaissaient pas du tout les processus cliniques promus par le plan Alzheimer, ni l'étendue du rôle pouvant être joué par les infirmières en GMF. Selon les infirmières, les modes de fonctionnement du GMF et les pratiques réelles avaient très peu évolué. Elles étaient parfois mobilisées pour réaliser des examens cognitifs de base, mais pas les évaluations cognitives complètes promues par le plan Alzheimer, notamment puisqu'elles n'avaient pas assez de temps pour les faire. Les modalités de collaboration entre professionnels étaient peu définies. Par exemple, il était fréquent que les infirmières en GMF mentionnaient ne pas être informées lorsque le médecin posait le diagnostic et par conséquent qu'elles ne pouvaient pas commencer le suivi de l'usager tel qu'attendu par le plan Alzheimer. Voici deux citations qui appuient les contenus. Dans la première, un acteur national montre qu'il s'agissait surtout d'un projet de formation des infirmières. Dans la deuxième, une ressource éditoriale vient illustrer que les pratiques interprofessionnelles tardent à se déployer dans plusieurs GMF. Elle dit que parfois, les infirmières ont vu un patient qu'elles soupçonnent qu'un trouble neurocognitif pourrait s'installer, mais elles n'ont pas de nouvelles du médecin. C'est à elles de se mettre des relances pour vérifier si un diagnostic a été émis. Il y a des infirmières qui sont très structurées qui vont le faire. Il y a des infirmières qui refusent et je les comprends. Elles disent, si je commence à retourner voir, ça ne finira plus. On comprend donc que certaines infirmières tentent d'utiliser des stratégies individuelles pour soutenir le changement de pratique, mais que vu le contexte, cela est incertain. En résumé, dans ce deuxième modèle, on voit que les capacités des CIUS sont plutôt modérées. Dans le troisième modèle, les CIUS sont peu entrepreneurs. Ils concernent environ 18% des CIUS.
Ici, le leadership du CIUS est très limité. Il y a l'embauche d'une ressource sectorielle pour accompagner les GMF, mais les directions près des GMF, elles, sont très peu mobilisées. Contrairement au dernier modèle, la ressource sectorielle aimerait surpasser la simple formation des infirmières et réellement accompagner le changement de pratique en GMF. Mais les directions du CIUS ne jouent pas un rôle de leadership pour ouvrir les portes des GMF et légitimer la ressource territoriale. La ressource territoriale fait son possible pour approcher les GMF, tenter de les rencontrer, mais la réponse des médecins est souvent mitigée. Il s'agit d'une sollicitation parmi de nombreuses autres et les ressources territoriales n'ont pas un rôle hiérarchique par rapport à eux. Ça semblait donc rarement être pris au sérieux. Quelques GMF sont très volontaires et acceptent un accompagnement plus intensif. Mais dans la plupart des GMF, la ressource territoriale se replie sur la formation des infirmières en GMF, ce qui est la principale activité qu'elle réussit à réaliser. Comme dans le dernier modèle, les infirmières sont donc formées, mais l'implantation réelle dans les GMF demeure souvent très partielle. Voici deux citations qui appuient les contenus. D'abord, une ressource territoriale qui dit: c'est difficile pour moi de rentrer dans les GMF, donc je me concentre plus sur la formation des infirmières. Les gestionnaires me disent que les médecins sont des travailleurs autonomes et qu'on ne peut pas vraiment les forcer. La balle n'est pas dans mon camp à moi. Moi, je fais ma partie à moi, et si ça avorte, ce n'est pas de ma faute. On comprend ici qu'il y a une forme de repli, on le comprend, et il est en bonne partie compréhensible, mais c'est vraiment centré sur la formation des infirmières. Dans la deuxième citation, une infirmière en GMF nous a dit: j'ai l'impression que les médecins ne comprennent pas toujours la place que l'infirmière peut avoir dans le plan Alzheimer. Ici, ce sont toujours les trois mêmes médecins qui nous réfèrent. Je pense que le plan Alzheimer nous aide à aiguiser notre jugement clinique, puis à savoir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on le fait assez? Je pense que la réponse est non. On voit donc que les infirmières sont formées, mais pas utilisées à la hauteur de leurs nouvelles compétences. En résumé, dans ce troisième modèle, les capacités des CIUS sont également modérées et le changement de pratique est généralement implanté de façon partielle dans les GMF. Dans le quatrième modèle, les CIS et les CIUS sont peu entrepreneurs et maintiennent complètement les anciennes pratiques. Ils concernent environ 18% des CIUS. Les directions assument très peu de leadership. Il semble y avoir principalement deux sources de blocage. Dans certains cas, il y a des grosses embûches internes au CIUS. Par exemple, le gestionnaire cumule de nombreux dossiers, n'est pas bien positionné stratégiquement pour impliquer les autres gestionnaires, notamment près des GMF, ou change à répétition. Dans d'autres cas, il semble que certains CIUS ont utilisé les ressources pour réaliser autre chose, comme renforcer une équipe spécialisée. Mais cela est souvent un peu voilé et n'est pas clairement mentionné. Les acteurs ministériels et les chargés de projet jouent ici un rôle important pour mobiliser les CIUS. Ceux-ci exerçaient principalement un pouvoir d'influence. Dans plusieurs établissements, ce soutien a permis de débloquer l'implantation et d'aller vers les zones modèles que j'ai présentées précédemment. Mais dans d'autres, les difficultés se sont prolongées sur plusieurs années. Ici, on a un acteur national qui nous dit: c'est long, mais ce n'est pas vraiment une question de résistance. Ils avaient nommé un chargé de projet, mais ils avaient aussi donné à cette même personne la tâche de transfert de professionnels vers des GMF. Ça a retardé les actions du plan ministériel parce que ça a pris toute la place. C'est gros le transfert des professionnels. En résumé, dans ce quatrième modèle, les capacités des CIUS sont plutôt faibles. Les acteurs nationaux ont aidé beaucoup de CIUS à débloquer avec un soutien essentiellement volontaire, mais dans quelques cas, l'inertie a tout de même persisté sur une plus longue période de temps. Je vais maintenant présenter les principaux déterminants qui influencent les capacités des CIS et CIUS. Les trois premiers déterminants sont positifs, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les capacités des CIUS. Premièrement, plusieurs gestionnaires en CIUS et ressources sectorielles ont rapporté que les chargés de projet étaient des leviers importants pour les aider à mieux rejoindre les GMF. Par exemple, ils pouvaient soutenir la mobilisation des gestionnaires avec un pouvoir d'influence, offrir des conseils pour mieux rejoindre les GMF et mettre une ressource sectorielle en lien avec une autre ressource sectorielle qui peut l'aider avec certains enjeux qu'elle rencontre. Deuxièmement, dès le début de l'implantation, le ministère s'est investi dans le développement de processus cliniques et d'outils nationaux en collaboration avec des professionnels. Cela a eu une double contribution aux capacités des CIUS. D'abord, les processus et les outils cliniques sont concrètement utiles pour les acteurs de terrain.
Puis, l'implication active de professionnels a contribué à faire émerger des leaders cliniques dont plusieurs sont encore mobilisés et investis dans leur région à ce jour. Par exemple, cela a aidé certains CIUS à compter sur un leadership fort au niveau infirmier ou médical pour soutenir leur implantation. Troisièmement, la présence d'un médecin leader régional et d'une ressource territoriale qui connaît bien les GMF faisait une grosse différence. Ceux-ci savent comment rejoindre et parler avec les professionnels du GMF et ont une crédibilité pour ces derniers. Ils réussissaient donc plus facilement à bâtir de la confiance avec les GMF et à les faire cheminer progressivement. Les trois déterminants qui suivent ont pour leur part contraint les capacités des CIUS. Premièrement, dans la deuxième phase d'implantation, elle est arrivée peu de temps après la réforme de 2015. Beaucoup de CIUS étaient donc désorganisés par la réforme. De nombreuses personnes changeaient de poste et ceux qui demeuraient avec le même poste perdaient leur vis-à-vis habituel. Puis, les gestionnaires étaient accaparés par de nombreux dossiers qu'ils devaient s'approprier. Dans un tel contexte, il était donc difficile pour plusieurs CIUS de s'investir massivement dans ce nouveau projet clinique. Toutefois, la réforme de 2015 n'explique pas tout. Même de longues années après la réforme, il était possible de voir que le plan Alzheimer était peu priorisé dans certains CIUS. Parfois, les directions semblaient avoir un faible historique de collaboration entre elles. Il n'était pas facile de les rassembler autour du plan Alzheimer. Troisièmement, le contexte GMF est complexe, notamment en raison de l'autonomie médicale, la grande pression clinique sur les GMF, des ressources de gestion limitées dans ces organisations et du mode de rémunération des médecins qui reconnaît peu l'implication dans des comités ou le soutien entre les pairs. Par exemple, beaucoup de CIUS tentaient de recruter un médecin leader régional, mais cela demandait essentiellement une implication bénévole de leur part, comme leur mode de rémunération ne couvre pas bien ce type d'activité. Il était donc évidemment difficile de recruter un médecin leader régional, malgré la bonne volonté de plusieurs. Dans ce contexte, les CIUS doivent absolument posséder de très fortes capacités pour réussir à mobiliser les GMF. Comme on l'a vu dans le modèle 1, cela n'est toutefois pas impossible et lorsque les bonnes pratiques d'accompagnement sont mises en place, beaucoup de médecins et de GMF apprécient d'avoir cet accompagnement-là. Voici maintenant trois messages clés qui résument les résultats. Le leadership national et la gouvernance partenariale déployés par le ministère ont eu un effet très positif sur les capacités des CIUS. Il y a notamment le développement de processus cliniques nationaux et l'accompagnement des chargés de projets nationaux. Cela a augmenté les capacités des CIUS. Malgré cela, les capacités des CIUS à accompagner le changement en GMF se sont avérées très variables d'un endroit à un autre. Les capacités limitées de certains établissements expriment parfois des enjeux internes, comme par exemple une instabilité chronique parmi les gestionnaires ou une faible collaboration entre les directions, notamment celles près des GMF. Et parfois, ça représente aussi des enjeux plus systémiques, comme le mode de rémunération des médecins qui limitait souvent leur implication en tant que leader régional. Puis, troisièmement, l'implantation du plan Alzheimer a permis de réaliser des avancées très importantes. Plusieurs gestionnaires nous ont dit que tout n'était pas parfait, mais qu'ils étaient fiers d'avoir réussi à renforcer les liens avec les GMF de leur territoire. Ils sentaient qu'ils avaient fait du progrès. Pour eux, le plan Alzheimer était un dossier clinique concret et positif qui leur a permis d'avancer en ce sens. Pour réussir à aller plus loin dans les prochains travaux ministériels, il sera important d'accorder une place importante au rehaussement des capacités des CIUS à accompagner le changement en GMF. Finalement, en bon chercheur, je termine avec les principales limites de cette étude. D'abord, les cas de modèles simplifient le réel pour avoir une meilleure compréhension globale des capacités des CIUS, mais ces modèles ne permettent pas de présenter avec finesse les particularités relatives au contexte de chacun des CIS et CIUS. Évidemment que chaque cas est unique et possède une situation qui lui est propre. Puis, comme j'ai mentionné au début, mes résultats portent sur l'implantation de la deuxième phase de mise en œuvre. Il est donc possible de préciser que les résultats ne captent pas des changements plus récents, comme l'ajout de ressources territoriales pour les travailleurs sociaux, et qu'il est probable que les capacités des CIUS aient évolué au cours de la troisième phase d'implantation. Voilà qui fait le tour de ma présentation. Je laisse maintenant la parole à Julie Sigouin, qui a une longue expérience terrain dans le cadre du plan Alzheimer et qui fera plusieurs propositions pour augmenter les capacités des CIS et CIUS.
Merci Maxime. Alors, comme vous voyez, Maxime a fait un travail colossal pendant sa thèse, donc félicitations. Moi, sur le terrain, je vais vous rapporter un petit peu les impressions qu'on a comme ressources territoriales depuis 2013, comme chargé de projet depuis 2024, 2023. Et donc, j'entends beaucoup de ce qui se passe sur le terrain. Et d'abord, le questionnement qui me vient, c'est pourquoi il faut tant que les CIUS, que les établissements accompagnent les GMF dans le plan TNCM? Pourquoi c'est si complexe de le mettre en place dans les GMF alors qu'il y a d'autres changements qu'on est capable d'instaurer beaucoup plus facilement? Mon hypothèse, ce que j'entends sur le terrain, c'est en fait que le modèle GMF ne correspond pas vraiment au modèle des soins optimaux en TNC. Et pourquoi ça? Ben, c'est parce que ce que recommande le plan Alzheimer pour les meilleurs soins pour les personnes qui ont des TNC, c'est un modèle de gestion de cas de maladies chroniques. Alors que dans le modèle GMF, c'est un suivi aux besoins. On ne fait pas une approche globale des problèmes de l'individu. On fait un rendez-vous est un problème. Et ça, on le sait, pour les troubles neurocognitifs, ça ne fonctionne pas puisque les symptômes de troubles neurocognitifs sont multiples. L'approche interdisciplinaire est donc vraiment recommandée pour les TNC, alors qu'en GMF, c'est plus facile de faire de la multidisciplinarité. La différence étant que il y a plusieurs intervenants de disciplines différentes qui sont impliqués auprès du même usager, mais n'ont pas le temps de se concerter. Maxime en parlait, le mode de rémunération en GMF n'est pas fait pour avoir des concertations, des réunions d'équipe ou bien juste seulement s'échanger pour vraiment faire de l'interdisciplinarité et non pas chacun son plan d'intervention avec le patient. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il faut d'abord reconnaître la présence des TNC dans les soins de première ligne. On a entendu beaucoup et malheureusement, on entend encore que ben, en première ligne, on ne s'occupe pas de ça, les TNC, c'est de la perte d'autonomie. Ça veut dire que c'est pour le soutien aux personnes âgées, la direction SAD, SAPA, alors que tout commence en première ligne où il faudrait déjà prioriser toute la gestion des enjeux psychosociaux qu'on sait qui vont venir avec un diagnostic et planifier les solutions en amont avant que les problèmes arrivent, parce que les problèmes se retrouvent en première ligne. Ça, comme Maxime vient de l'expliquer, ça veut dire qu'il faut vraiment une cogestion collaborative entre les GMF et les CIS parce que de toute façon, la personne va se retrouver avec des symptômes qui vont nécessiter l'utilisation de tous les autres services du système, donc pas seulement les GMF. Et ça, ben, c'est le CIS qui peut aider dans cette trajectoire-là, dans ce continuum-là. Le leadership des directeurs GMF auprès de leur équipe médicale. À l'intérieur d'un GMF, on le sait, un médecin est un travailleur autonome. Chacun a son modèle, chacun a ses façons de faire, ses priorités. Il y en a qui vont s'occuper plus de gynéco-obstétrique, il y en a d'autres qui vont s'occuper plus de clientèle psychiatrique. Ça veut dire qu'il faut aussi que les directeurs de GMF soient en mesure de mobiliser leur équipe. Et ça, le CIS peut accompagner le directeur médical dans ces fonctions-là. Maxime, tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça aille mieux, pour que l'accompagnement se fasse mieux? Mentorer les nouvelles ressources territoriales. Donc, il faut parler des aspects cliniques des troubles neurocognitifs majeurs. Pour les équipes de première ligne, c'est sûr et certain. Il faut qu'elles connaissent tous les pans de l'évaluation. Il faut que tous les professionnels sachent comment agir, quoi faire, c'est quoi les symptômes d'un trouble neurocognitif. Par exemple, je sais que la personne va éventuellement devoir arrêter la conduite automobile. Donc, comment je peux la préparer à ça et non pas attendre le jour où il faut arrêter la conduite automobile pour lui dire, ben, vous conduisez plus, monsieur ou madame. Pour préparer ça en amont. Donc, il faut connaître ce qui se fait, ce qu'il faut faire par rapport au TNC, mais il faut aussi connaître le fonctionnement, la culture des GMF, les clientèles qui vont être là, hein, c'est 0-100 ans. Donc, si la ressource territoriale, par exemple, vient avec tout son bagage puis ses connaissances fantastiques sur les TNC, par exemple, elle vient de l'équipe SCPD, donc sur les symptômes comportementaux psychologiques de la démence, ou elle vient de la deuxième ligne en gériatrie, elle va avoir toutes ces connaissances-là, mais elle ne pourra pas prendre en considération
qu'en GMF, l'infirmière ou la travailleuse sociale ou même le médecin ne fait pas des TNC tous les jours, n'a pas nécessairement quelqu'un déjà identifié TNC dans son bureau. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de réfléchir qu'être en deuxième ligne. Donc, c'est important que les ressources territoriales soient soutenues dans cette connaissance-là du GMF, puis de comment ça se passe cliniquement, mais aussi organisationnellement dans le GMF. Il y a des enjeux pour appliquer le processus clinique interdisciplinaire dont Maxime a parlé, qui est un outil national, provincial pour la trajectoire du patient dans le GMF. Ensuite, une formation pour les médecins adaptée au plan Alzheimer. C'est sûr et certain qu'il faut adapter notre formation de la même façon qu'il faut adapter celle des ressources territoriales, infirmières et TS pour les médecins de GMF. On ne parle pas du tout de la même démarche diagnostique, de la même démarche médicale si on a une personne avec une nouvelle plainte de troubles de mémoire ou de troubles de langage en première ligne ou un gériatre qui va recevoir en deuxième ligne une personne qui a déjà des problématiques qui sont plus circonscrites. On a éliminé des facteurs confondants. Donc, guider nos médecins avec une formation pour les médecins GMF en ce qui concerne les TNC et leur réalité clinique de TNC. C'est quoi, dans le fond, les recommandations du plan Alzheimer? C'est de mettre en place le processus clinique interdisciplinaire parce que ça optimise le temps des médecins GMF et ça, tout le monde est gagnant. Puis, c'est des soins optimaux pour les personnes, pour l'évolution individuelle du TNC. L'usager et ses proches ont des droits. Ils ont des droits de recevoir en clinique des bons soins. Et pour le moment, on voit que dans certains modèles que Maxime a montrés, c'est vraiment sur les épaules de la ressource territoriale de s'assurer que les bons soins sont donnés en GMF, alors que ça fait partie de la responsabilité populationnelle des établissements. Donc, c'est super important que les établissements se sentent concernés et se posent la question, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui a un TNC à la première étape, à la première plainte, quand ça évolue et quand arrivent les stades de fin de vie, d'hébergement de fin de vie? C'est toute la trajectoire du patient. Le plan Alzheimer, c'est pas seulement le GMF, mais ça commence en GMF. Et nommer une ressource territoriale médicale, Maxime en a parlé, on est tellement d'accord là-dessus. Il faut un médecin de famille GMF pour parler aux médecins de famille GMF, comme il faut une infirmière GMF pour parler aux infirmières GMF. C'est super important. C'est tellement plus facile de connaître cette réalité-là. Si on passe à la dernière diapo, Maxime, Maxime nous montrait des modèles où les établissements, les CIS, n'étaient pas impliqués ou peu impliqués ou étaient impliqués, mais pour la formation seulement, alors que le modèle numéro 1, qui était celui qui allait le mieux, les directions étaient vraiment plus impliquées pour entamer et accompagner le changement dans les GMF. Il faut donc innover chez les établissements qu'on a vraiment identifié là, que depuis 2016, depuis 2013, ça ne fonctionne pas. L'accompagnement n'est pas là pour plein de raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Mais en fait, il faut innover, nous. Il ne faut pas reproduire ce qu'on faisait avant dans l'accompagnement. Il faut trouver des nouvelles façons, contourner, essayer de voir comment on peut mieux accompagner les GMF et qu'est-ce que les établissements peuvent faire pour ça et notamment les établissements qui n'utilisent pas les ressources financières qui sont fournies par le ministère à bon escient. Donc, on a des ressources territoriales, Maxime en parlait, qui sont vraiment pas suffisamment sur le plan. Si vous êtes, le ministère subventionne 5 jours semaine pour une infirmière, 3 jours semaine pour une TS, ressources territoriales, en soutien au GMF et non pas une journée semaine pour aller former des infirmières comme on le voit des fois, ou 2 journées semaine seulement. Euh, les données des DME, les dossiers médicaux électroniques des GMF, ça, c'est quelque chose qui a été déployé en GMF. Chaque DME, il y en a plusieurs sortes, ils ne se parlent pas ensemble. Le CIUS ne parle pas au DME. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans le GMF avec un usager, n'est pas accessible aux CIS et aux intervenants du CIS qui s'occupent du même usager pour le même problème, mais qui font des interventions différentes. Donc, si une personne est suivie par son médecin de famille pour son TNC, puis qu'on a un plan d'intervention, puis ce plan d'intervention-là sous-tend que le SAD, les soins à domicile, doivent être impliqués,
on fait une référence au soutien à domicile qui n'ont pas accès à ce qu'il y a dans le dossier du patient. Ça complique énormément la communication pour faciliter la continuité de soins. Et évidemment, on met ça sur le dos des enjeux de confidentialité, mais c'est très complexe éthiquement de l'échange de ces informations-là. Et finalement, ben, formaliser les outils. Il y a tellement de travail qui a été fait depuis le début du plan Alzheimer, mais tellement de travail. Maxime nous l'a montré, il y a quand même 65 des GMF, des établissements où il y a vraiment une implication de la direction du GMF, pardon, du CIS ou du CIUS. L'accompagnement est présent. Donc, c'est important de les soutenir, puis d'amener ceux qui ne sont pas encore mobilisés à le faire, à être impliqués. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir des outils d'accompagnement qu'on sait qui fonctionnent. Comme ça a été fait sur le tas, maintenant, on est rendu vraiment à formaliser ça. Ça aiderait tellement si on avait plus d'outils provinciaux standardisés. Donc, je vous remercie beaucoup. Je félicite encore Maxime pour ton super travail. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et comme Maxime disait, là, il y a des nouveautés depuis ses recherches à lui qui ont été faites sur le terrain, mais on ne lâche pas, puis ça va super bien. On est certain que les soins sont améliorés pour les personnes, les usagers et leurs proches qui vivent avec un trouble neurocognitif. Donc, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Merci Maxime, Julie, vraiment très intéressant. C'est soulève beaucoup de questions. Donc, on va arrêter l'enregistrement et je vous invite à